Je me présente, je suis Russell Williams, je suis un des organisateurs, je suis chercheur à l'Université américaine de Paris. Donc, on a hâte de vous accueillir demain dans le 7e. Donc, on va continuer aujourd'hui avec notre prochaine série d'exposés. On va entendre 3 exposés. On va commencer avec Michael Rin de l'Université de Bretagne occidentale qui va nous parler des récits du terrorisme. Il va faire un lien entre le trame narratif du 9/11 et les attentats de 2015. Ensuite, ce sera le tour de Lisa Robin de la laboratoire Alitalia. Non, continue. Il va nous parler de Yasmine Kadra et Oulane Foussad. Ensuite, ce sera Pierre Katsalo de l'Université de qui va également parler de Yasmine Kadra et aussi de Arthur de Saint-Justine. Alors, on va faire des questions à la fin de ces 3 exposés. Il y a quelque chose là. Il y a un écho là. Un peu de feedback. Ça va. Allez. Merci. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je suis très interpellé, très touché par la rencontre que nous avons eue hier soir déjà. C'est très stimulant aussi de partager la journée avec vous aujourd'hui et ce sera la même chose. Mon exposé se situe dans le domaine de la poétique et de la rhétorique. C'est mon fond de réflexion que je voudrais solliciter pour réfléchir sur une séquence narrative qui m'interpelle, sur laquelle je n'ai jamais travaillé en fait, celle de l'attentat. C'est une séquence qui soulève la question que nous avons déjà soulevée durant notre rencontre, qui porte sur l'imaginable, de ce qui est imaginable, compréhensible, exprimable, indicible. Donc, en somme, elle soulève la question du dire l'indicible. C'est une question, par contre, que j'ai soulevée depuis ma thèse de doctorat consacrée à cette notion d'indicible dans les récits de témoignages de la Shoah et par la suite d'autres génocides. D'abord, je discuterai le modèle théorique sollicité pour étudier la nature et le fonctionnement de l'acte terroriste, appréhendé ici comme une énonciation du discours extrême. Le cadre de réflexion concerne le sublime abject, dont l'effet consiste à produire la sidération. La première approche permet de définir la prise de parole par les témoins rescapés comme un contre-discours, ou mieux, sans doute, un discours alternatif qui, sous forme de récit, fait face à l'extrême. Le cadre de réflexion s'inscrit dans la poétique du vrai, dont la finalité consiste à faire émerger la vérité historique, intersubjective de l'avènement du terrorisme, indispensable pour faire société. Enfin, j'interrogerai les modalités de production et de réception de la fiction romanesque, cadre de réflexion qui se situe également dans la poétique, mais réfère ici à la vraisemblance susceptible de déclencher l'effet de l'art. Au préalable, il faut noter que cette contribution suit une hypothèse selon laquelle les récits des attentats de 2015 s'inscrivent dans une généalogie de récits de l'extrême contemporain. Au sens large, qui restera en retrait ici, l'hypothèse soutient qu'à partir de la rupture de civilisation occidentale causée par la Shoah, il faut remodéliser les concepts d'esthétique, d'éthique et de politique sous-jacentes au discours social. Cela concerne, par exemple, la définition des genres discursifs,
des procédures de référentialisation des normes esthétiques, ou encore la conception éthique même de la communication. Enfin, il faut repenser les concepts politiques destinés à faire face à l'extrême, portant sur la gestion, la constitution de la mémoire collective, sur l'ordre civique du devoir de mémoire, notamment dans le domaine de l'éducation. Au sens restreint, esquissé brièvement ici dans la contribution, l'hypothèse soutient que les récits des attentats du vendredi 13 s'inscrivent eux aussi dans une généalogie plus rapprochée, entamée lors des attentats du 11 septembre 2001, en passant par les récits plus proches géographiquement, culturellement, évidemment, temporellement, des attentats du 7 janvier. Interrogeons à présent le modèle théorique du discours extrême sous-jacent à l'action terroriste. Qualifié de démesuré, le discours extrême se caractérise par le degré d'intensité des propos portés au plus haut, ainsi que par l'affaiblissement de toutes les normes sociales établies. Il ne cherche pas à persuader, mais à emporter l'opinion par la force, la violence de ses paroles traduites en actes. La force agonique qui le caractérise provient de l'action conjointe de deux procédés rhétoriques. Le premier emprunte au genre délibératif, réduisant au minimum sa part démonstrative. Le discours extrême vise à embrigader un maximum de suiveurs tout en éliminant toute voix discordante. Cette pratique s'apparente à ce que Marc Angenot appelle le terrorisme discursif. Le second procédé rhétorique, mis en œuvre dans le discours de l'extrême, puise dans le genre épidictique pour s'adonner de façon exacerbée à son propre éloge, non seulement pour imposer sa pensée unique auprès du public, mais pour obtenir son allégeance par l'abandon de toute capacité de jugement par le libre arbitre. Cette quête d'emprise totale sur les récepteurs se caractérise l'effet recherché par une notion qui peut vous surprendre peut-être, mais je la sollicite et je la discute, c'est le sublime. Tel que cette notion a été définie depuis le traité éponyme par Langin, philosophe de l'Antiquité tardive resté anonyme. Edmund Burke, philosophe britannique du XVIIIe siècle, définit le versant obscur, abject du sublime de la manière suivante, je cite, « Aucune passion ne dépouille aussi efficacement l'esprit de tous les pouvoirs d'agir et de raisonner par la peur. » Et puis de préciser par la suite, « L'idée de la mort est la reine des terreurs. » Dans mon article récent consacré à l'analyse de la propagande djihadiste que la secte Boko Haram mène en Afrique subsaharienne, j'essaie de montrer comment l'effet d'emprise produit par le discours extrême ne génère pas seulement le mode de vie et de mort unique des terroristes, mais risque de produire également celui de leurs victimes, forgeant ainsi une sorte de communauté discursive sublime, danger qui plane sur toute la société menacée ou frappée par le terrorisme. La mise en scène du sublime abject dans et à travers l'acte terroriste provoque chez les victimes un état de sidération, le plongeant dans un monde incertain, violent et incompréhensible. Ce qui caractérise précisément l'ouverture de la séquence narrative de l'attentat dans l'ensemble de mon corpus, portant sur le 11 septembre, le 7 janvier, le 13 novembre 2015. En voici des exemples, mais nous les connaissons. Nous sommes choqués, la stupeur et l'inquiétude se lisent sur le visage. C'est Bruno Dellinger qui parle de son expérience dans l'ouvrage World Trade Center, 47e étage. Quant à Ries,
dans minute 49 secondes, il note, pour la première fois, le dessinateur que j'étais ne parvient pas à ce qu'il avait mis des années à apprendre. Regardez. Ou Philippe Lançon dans Le Lambeau, si j'écris une phrase comme « J'ai vécu un instant que nous avions, j'ai eu un instant, j'ai pris conscience, excusez-moi, mon écriture est mauvaise, que nous avons des visiteurs imprévus, peut-être indésirables, voire tout à fait indésirables. Je voulais aussitôt la corriger selon une grammaire qui n'existe pas. » Et ainsi de suite, Emmanuel Carrère, dans sa chronique, c'est Pierre Sylvain qui parle, une image impossible à décrire, incompréhensible. Et dans Natia Spechanski et Auchard, ce n'est pas enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Camille qui parle. Exposé à la violence extrême d'un attentat et privé des moyens cognitifs nécessaires pour identifier la situation, les victimes sont contraints de constater l'incrédulité, l'incompréhension, la stupeur, voire la perte de compétences d'expression dûment acquises, comme le dessin chez Ries ou l'écriture chez Philippe Lançon. Cependant, passé cet instant de sidération dû à la déflagration terroriste, les victimes élaborent une description aussi précise que possible, détaillée, parfois minutieuse, de leur expérience de l'extrême, de leur souffrance, de leurs blessures. Elles attestent alors, ce faisant, de leur présence sur les lieux de l'attentat. Elles portent témoignage. On reconnaît le trait distinctif de l'acte de témoignage par rapport à l'acte terroriste. Et c'est, à mon avis, un trait fondamental. En effet, il consiste, je cite, à exprimer l'exprimable, à dire l'indicible, montrer cette vérité qui ne peut s'énoncer par des mots. Donc, c'est Jean Norton Cru, dont témoin, publié en 1929, à l'édition originale, ouvrage consacré à la critique des récits de combattants de la Première Guerre mondiale. À savoir inscrire dans la béance terroriste une écriture qui assigne la vérité d'une expérience extrême vécue par un individu, mais rendue, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne ici, par des voix multiples. Cette écriture puise dans la poétique du mot juste pour traduire cette recherche d'expression langagière en adéquation, le mieux en adéquation, avec l'intimement vécu et ressenti du témoin, en cherchant le mieux possible à se faire entendre par celles et ceux qui veulent l'entendre. Cela engendre trois conséquences. D'une part, le témoignage atteste la présence physique, réelle, corporelle de l'énonciateur. Je cite, « En disant « j'y étais », le témoin désigne son corps en tant que principe d'identité biographique, support de la continuité dans le temps. » C'est Renaud Dulon que je mentionne ici dans son témoignage oculaire. Tandis que le discours terroriste cherche à effacer, à suspendre le temps, cherche à effacer par voie de conséquence le corps de la victime. D'autre part, le récit de témoignage se déploie dans le domaine du vrai. Il contribuera à l'établissement des faits historiques, comme le montrent les chroniques telles que V13 de Carrère ou 13 novembre de Natia Spechanski et Auchard. Appréhendés dans leur pluralité, ces récits établissent un nouveau catalogue de lieux communs pour dire l'expérience extrême. Le concept de lieu commun est entendu ici comme le principe régulateur qui régit le récit en lui conférant crédibilité et cohérence. Et par là, il parvient à dire, à nommer, à faire sens.
Enfin, ce catalogue des lieux communs, en quelque sorte, une topique, des témoignages nourrit la création littéraire, donne la possibilité de concevoir de nouvelles perspectives dans le cadre de la fiction. Celle-ci s'articule dans le domaine du vraisemblable. En prenant un livre, en se rendant au cinéma, au théâtre, dans une salle d'exposition, le spectateur, la spectatrice va à la rencontre d'autrui, qui veut dire aussi éprouver le soi comme une possibilité et non pas comme une finalité unique et universelle comme l'entend produire le discours terroriste. L'effet de l'art, c'est la rencontre entre le je et le tu, dans sa fragilité, dans sa beauté. Maintenant, je vais passer la parole à Lisa. Merci beaucoup de recevoir aujourd'hui. Moi, je vais parler de deux auteurs algériens, Yasmina Khadra et Boualem Sansal, qui ont tous les deux écrit sur le 13 novembre. Donc, ouais, je peux, je vais le faire. Voilà. Donc, la rédaction de leurs deux romans, des deux romans dont je vais parler aujourd'hui, Khalil et Le Train d'Erlangen, a été motivée dans les deux cas par les attentats du 13 novembre. Alors, Khadra et Sansal ont des profils assez proches, ils sont algériens, francophones, très lus, très traduits. Les deux romans ont été publiés en 2018, ce qui implique en fait la même réactivité face aux attentats. Cependant, on a deux produits finis très distincts. À l'inverse de la métafiction postmoderne de Sansal et de sa structure en pièces détachées, comme le dit l'une des narratrices, l'énonciation de Khalil est régulière, la chronologie est linéaire, la narration est stable. Khadra conçoit que le terroriste puisse être figuré et qu'il soit capable de justifier son parcours de façon cohérente, là où Sansal métaphorise les terroristes sous la forme d'envahisseurs qui résistent à la représentation. Ce qui a enclenché pour Sansal la rédaction du roman, c'est l'idée qu'il faut enjoindre les Occidentaux, et je cite ici un entretien accordé au Figaro le 20 novembre 2015, à se réveiller, à frapper vite et fort, alors que pour Khadra, c'est la peur de voir monter l'islamophobie. Ce sont donc deux esthétiques ainsi que deux entrées éthiques et politiques très différentes, voire même opposées. Et leur réaction aux attentats du 7 janvier avait elle aussi divergé. Dans un entretien avec Catherine Lalanne, Khadra aboutit par exemple à l'idée selon laquelle on ne peut pas rire de tout avec n'importe qui, ce qui est absolument inenvisageable pour Sansal, qui lui endosse immédiatement une posture de combattant pour la laïcité et pour la liberté d'expression. Ces deux positions reflètent la différence principale entre les deux auteurs, qui est que Sansal revendique ses origines berbères et son athéisme, alors que Khadra, lui, se dit arabo-musulman. Mais le 13 novembre va déplacer ces lignes-là, en fait, peut-être parce que les victimes n'ont pas de rapport direct avec la question religieuse. En tout cas, il y a un effet d'arasement des divergences qui réunit les deux auteurs en tant qu'Algériens, démocrates laïcs, habilités à parler d'un phénomène dont leur pays a été, et je cite ici Khadra, la première victime. On se demandera alors comment leur représentation romanesque du 13 novembre donne à voir la sortie de la boucle historique et discursive dans laquelle ils se disaient enfermés depuis la décennie noire algérienne. Donc, dans un premier temps, on verra comment le 13 novembre est lu à travers le prisme de l'expérience algérienne, qu'il s'agit de communiquer avec tact à un destinataire endeuillé. On s'apercevra alors que, quoi qu'il en ait impulsé l'écriture, le 13 novembre est en réalité tenu à distance des deux récits. L'événement ne serait donc pas tant mobilisé pour lui-même que parce qu'il permet, et ça sera le dernier temps de mon analyse, un dépassement de la décennie noire, symbolisé par le passage dans les œuvres de la boucle à la chaîne. Alors, Khadra et Sansal expriment immédiatement après le 13 novembre la peine qu'ils éprouvent pour les Français. Cependant, les attentats provoquent aussi la réactivation d'une autre douleur, celle d'avoir été abandonnés, isolés, dit Khadra, pendant la guerre civile et d'avoir vu leurs avertissements et leurs conclusions ignorés.
Ce sentiment fait d'un mélange de chagrin, c'est encore Cadra qui emploie le mot, de colère, les deux utilisent systématiquement le terme dans l'épitexte, et de rancune, s'exprime tout de suite après les attentats du 7 janvier. Mais l'intervalle de 11 mois qui sépare les deux attaques leur a donné assez de recul pour analyser l'évolution des débats français. Or, certaines réactions et polémiques exprimées dans les cercles intellectuels, médiatiques et politiques leur paraissent redoubler de façon alarmante ce qu'ils ont observé et énoncé au moment de la guerre civile algérienne. On voit alors les deux auteurs déployer une série de stratégies de mise à distance pour partager leurs observations tout en se gardant des réactions d'aigreur et des postures paternalistes. Ils cherchent ainsi, par exemple, des moyens de signaler indirectement leur refus de l'idée d'une réversibilité ou tout du moins d'une relativisation qui offenserait les victimes du 13 de la même manière que les victimes de la guerre civile algérienne se sont senties offensées. Ce genre de renversement, en effet, avait été observé en Algérie, où il s'adossait au fait que les islamistes avaient été objectivement privés de leur victoire par les urnes. Les terroristes étant donc considérés par certains intellectuels des deux bords comme des résistants. Quoique dans des contextes différents, on observe cette tendance à conclure que le vrai terroriste n'est autre que l'État après le 11 septembre 2001, puis après Charlie. Certains expriment alors l'idée d'une légitimité à s'attaquer à ces grandes puissances hégémoniques, racistes et dominatrices. Et on pense ici, comme exemple le plus représentatif, au fameux texte publié par Virginie Despentes dans Les Inrocks du 17 janvier 2015, où elle se dit Charlie, mais aussi, je cite, « les gars avec leurs armes qui ont décidé à leur façon, la seule qui leur soit accessible, de mourir debout plutôt que vivre à genoux ». Pour les deux auteurs, ces prises de position, outre qu'ils les trouvent indécentes, révèlent une méconnaissance totale du terrorisme islamiste et constituent une perte de temps et d'énergie dépensée en débat que leur propre expérience les a conduits à juger stériles et dangereux. L'indignation de Cadra est d'autant plus vive que ces inversions lui rappellent la polémique du qui tue qui, dont il a fait directement les frais en tant que commandant de l'armée algérienne, ce qu'il venait de révéler à un moment où enflaient dans les milieux intellectuels et médiatiques parisiens les théories qui donnaient les militaires pour les véritables auteurs et commanditaires des massacres de civils. Le 7 janvier puis le 13 novembre paraissent rouvrir cette blessure sur laquelle il ne souhaite toutefois pas revenir en l'état dans Khalil. Ainsi, sa réfutation de la rhétorique de résistant mobilisée par le narrateur est discrète. Elle provient de la comparaison des plages narratives où Khalil se rêve, je cite, héros d'une épopée, redresseur de tort de l'Occident, et des quelques plages de dialogue qui le voient mentir piteusement à ses sœurs ou à son ami. C'est cependant au lecteur de repérer lui-même cette récusation indirecte de la chevalerie de premier ordre, je cite, à laquelle il pense appartenir. C'est avec le même genre de sourdine que Sansal, de son côté, entend rappeler que l'attaque vient, jusqu'à preuve du contraire, des islamistes et que les victimes objectives sont d'abord celles des attentats. Elisabeth, son héroïne, est agressée par un groupe de jeunes islamistes après qu'elle est sortie de manifester contre le fanatisme le 14 novembre. En prolongeant l'attentat sur le mode de la fiction, l'auteur dénonce une inversion des priorités qui consisterait à privilégier la condamnation de l'attaque qui pourrait avoir lieu à celle qui a vraiment eu lieu. Et il offre ainsi un contredit feutré au discours qui se focalise sur de possibles représailles islamophobes. Et il est intéressant de noter, petite parenthèse, qu'Elisabeth est l'unique contre-exemple de la représentation fictionnelle d'une série d'agressions commises par des militants d'extrême droite visant des musulmans boucs émissaires dans le corpus romanesque franco-français du 13 novembre. Je pense à Melchior, Catherine, Vimino ou encore Despentes dans une certaine mesure. Ces procédés de filtre et de sourdine sont aussi utilisés par Cadra et Sansal pour s'attaquer à une vision des attentats du 13 novembre qu'ils jugent trop strictement franco-française, et on pense ici au slogan « Je suis Paris ». C'est ce francocentrisme, ce parisianocentrisme même, qu'ils cherchent à corriger discrètement en déployant dans leur roman un véritable itinéraire de contournement de la capitale. Les épistolaires de Sansal viennent du 93. L'une a déménagé à Londres et l'autre en Allemagne. Le roman fait un très bref arrêt à République et à Bon-Sergent, le temps de l'agression, mais ça reste souterrain. Khalil, lui, grandit en Belgique et meurt au Maroc. Il reste à la périphérie de Paris. La réduction mémorielle des attentats islamistes au Bataclan et à Paris que vous aviez observé, M. Péchonski, et qui exclut le 93, pourtant lui aussi visé, est ainsi discrètement refusé par les deux auteurs. Par là, il cherche à dénoncer la myopie, et là je cite Gilles Kepel, concernant la connaissance du djihad français, et qui provient d'analyses qui ne sont pas géopolitisées, ce qui fait que les Français n'ont pas vu venir ces attentats. Et là, je renvoie au constat amer que formule la narratrice des Oiseaux de passage, qui a un roman d'Émilie Barnett paru en 2019. Quand la contestation ne vise pas les intellectuels, les écrivains ou les politiciens, comme c'est le cas dans les exemples qui précèdent, elle est encore plus inconfortable.
On voit ainsi Sansal amorcer avec précaution dans le train d'Erlingen la remise en question d'une spécificité du 13 qui l'a interpellé, le fameux esprit « vous n'aurez pas ma haine », qui est incompatible à son sens avec les logiques djihadistes, lesquelles voient ces formes de retenue comme, je cite Gouverner au nom d'Allah, paru en 2013, le signe que l'Occident est prêt à capituler. Cette attitude est difficile à contester parce qu'elle s'inscrit dans le sillage de la réaction des survivants eux-mêmes, une réaction admirable selon Emmanuel Carrère, qui en note aussi la constance dans V13, tout en émettant avec prudence et délicatesse quelques réserves que cela lui inspire. Sansal, dans la deuxième partie du roman, assume une critique modulée dans l'épitexte et que relaie le personnage de Léa qui s'en prend au, je cite, « bougie multicolore, gentil peluche et beau billet plein d'affection et de solidarité sous le regard pudique des caméras ». À travers elle, l'auteur tempère l'admiration unanime pour cette France qui répondait si bellement à la cruauté de ses agresseurs. C'est une citation. L'introduction de ce propos réprobateur a cependant été préparée 150 pages plus haut par Houteux, qui dans la première partie reproche à sa fille Anna de ne pas voir les défauts des Anglais. La jeune fille vit à Londres, parce qu'elle est trop bonne et que sa belle façon d'être bête la conduit à, je cite, tendre l'autre joue, au lieu de les regarder comme des envahisseurs qui viennent l'égorger. La première partie, variation délirante du réel, est ainsi pensée comme un sas qui permet une première introduction des idées les plus polémiques avant leur décodage explicite par Léa. Sansal semble ainsi vouloir amortir une correction qui peut sonner quelque part comme une offense, comme un reproche. Et je cite ici le préambule de son dernier essai, où, comme l'indique le titre, il entend mettre en garde avec respect et amitié. On le voit cependant, malgré quelques ajustements au contexte, toutes les observations et les avertissements des deux romans sont formulés à travers le prisme des conclusions que les intellectuels algériens démocrates laïcs ont tirées à la fin de la guerre civile, et qui tournent principalement autour du danger qui consisterait à ignorer, minorer ou même à relativiser l'adhésion ferme des terroristes à un véritable projet politico-religieux conquérant et agressif. Mais si on regarde par-delà cette série d'observations articulées à l'expérience algérienne, on s'aperçoit que le 13 novembre lui-même, dans toute sa spécificité, résiste aux deux romans. Et j'en viens alors à mon deuxième point qui consiste à montrer que le 13 novembre paraît paradoxalement absent de ces romans dont il a pourtant motivé la rédaction. Alors que dans leur roman de la décennie noire, Kadra et Sansal importaient dans la fiction des éléments référentiels directement tirés du réel algérien, on note ici une certaine répugnance, une gêne peut-être, à s'approprier ce réel tragique qui, même s'il le leur rappelle fortement, n'est plus le leur. Ainsi, les deux récits s'ouvrent tous deux en avertissant d'emblée que le 13 novembre en est le point de départ, mais qu'il va être mis à distance et recomposé. La première phrase de Khalil annonce une entorse au réel avant même de préciser son ancrage référentiel. Je cite, « Nous étions 4 kamikazes. Notre mission consistait à transformer la fête au Stade de France en un deuil planétaire. » Sansal précède lui aussi l'ancrage référentiel d'une mise à distance que tout connote dans la première phrase du prologue. Je cite, « Le roman raconte l'histoire des derniers jours de la vie d'Elisabeth Potier, professeure d'histoire-géographie à la retraite, habitant la Seine-Saint-Denis, victime collatérale de l'attentat islamiste du 13 novembre 2015 à Paris. » De fait, les deux auteurs semblent signaler ne pas vouloir s'approcher trop près de l'événement dont pourtant ils s'inspirent, et cela va au-delà de la seule volonté de le replacer dans un continuum mondialisé. Le roman de Kadra s'ouvre certes sur le Stade de France, mais l'attentat vu de loin n'est pas représenté. Khalil, sur l'écran de télévision d'un bistrot, voit simplement les supporters affolés investir la pelouse, puis dans le RER, il aperçoit des personnes absorbées par leur iPhone et il intercepte des scènes de panique sur un écran qui n'est pas le sien. Ce qu'il voit finalement, c'est ce qu'il voit dans un jeu de mise en abîme dont le point de départ s'est perdu. Il passe ainsi à côté et rate dans tous les sens du terme l'attentat réel auquel il est associé. Tous les personnages de victimes et de terroristes que Kadra et Sansal acceptent de figurer sont fictifs et les romans se ferment aux individus réels. Le traitement des passagers de la voiture du commandant du Stade de France, que le lecteur accompagne dans le premier chapitre, est représentatif de cette recomposition du réel. Khalil est un terroriste fictif, ajouté. La description du chauffeur, renommé Ali, ne concorde pas tout à fait avec celle d'Abdeslam, que la fiction est en train d'assimiler pour en faire autre chose. De même, il y a des points de concordance entre Atfi et le personnage de Driss, l'insistance sur la mère, plus loin dans le récit notamment, mais la fiction est en train de le remodeler. Les deux personnages les plus proches du réel, les deux frères venus du Moyen-Orient, restent anonymes, furtivement décrits, et comme le dit significativement Khalil, ils ne nous ont même pas calculés. De la même manière, on identifie cette fois sans ambiguïté Salah Abdeslam lorsque Khalil parle de la cavale du frère qui s'est débiné à Paris, mais l'allusion n'est pas nominative et Khalil précise « Je ne le connaissais pas, il ne faisait pas partie de notre groupe », ce qu'on peut lire comme une volonté de cloisonner nettement réel et fiction.
Chez Sansal, Elisabeth est doublement fictionnalisée par la schizophrénie post-traumatique qui la projette dans la peau d'une puissante héritière allemande. Le personnage est agressé le lendemain des attentats par un groupe de petits voyous fictionnels, eux aussi, et les terroristes réels sont également absents. Dans la partie attribuée à Ute, les envahisseurs et leur motivation restent insondables et innommables. On peut analyser cela comme une dénonciation de l'autocensure associée au politiquement correct, mais le résultat est quand même que la représentation des terroristes islamistes relève dans le roman, je cite, de la fantasmagorie. On est frappé par une même tendance à les abstraire chez Kadra, ce qui est surprenant de la part de l'auteur. La rhétorique djihadiste paraît ainsi dans Khalil s'être vidée de sa substance. On se souvient par exemple de Nabil, d'À quoi rêvent les loups, fustigeant avec hargne les chiennes et les salopes occidentalisées. Il n'y a rien de tel ici, hormis quelques marques infimes, une note de réprobation dans la mention par Khalil des poitrines moulées des jeunes femmes qui assistent au match, une condamnation sans conviction du fait que la collègue que sa sœur lui présente ne porte pas le voile. La voix de Khalil est une voix intelligible, dont les motivations peuvent s'entendre, et elle est dépourvue de toute la rage intolérante qui caractérisait les terroristes algériens dépeints par Kadra. De la même manière, on cherchera en vain dans Khalil les propos haineux sur les homosexuels ou les juifs qui scandent les communautés de l'État islamique dans la période des attentats. Les différents parcours, les multiples destins islamistes, comme le dit Kadra dans l'entretien qu'il nous a accordé en mars 2021, étaient scrupuleusement restitués dans les enquêtes du commissaire Loeb, dans Les Agneaux du Seigneur ou À quoi rêvent les loups. L'auteur, désireux d'éviter tout ce qui était en mesure d'innocenter ou d'exonérer les terroristes, cherchait à restituer avec précision leurs motivations, ainsi que la variété de profils qu'il ne voulait pas voir réduits au seul damné de la terre. Il ne subsiste de cette volonté de tempérer l'argument social que le personnage d'Edi, complotiste tunisien croulant sous les diplômes, mais qui justement ne vient pas de la communauté pauvre issue de l'immigration marocaine de Molenbeek, comme Driss, Khalil et Lies, qui sont tous du même milieu. Kadra semble ainsi accepter beaucoup plus sereinement l'explication sociologique dans le cas du djihadisme belge. D'ailleurs, toujours dans notre entretien, il reprend à son compte un propos formulé par Khalil dans le roman, je cite, « Les vrais criminels, ce ne sont pas ceux qui se font sauter au milieu de la foule, mais ceux qui ont rendu la boucherie possible. » Et ensuite, il identifie la frustration sociale, culturelle et ethnique, le sentiment d'être ostracisé et chosifié comme mère de toutes les violences. Alors certes, avec les portraits du meilleur ami et de la sœur jumelle qui sont bien intégrés à la société belge et avec celui de Buffa, l'ancien raciste devenu fraternel, Kadra propose des modèles de convivence qui récusent l'argumentaire de Khalil. Mais l'auteur semble désormais accepter davantage ce débat, ce que montre la scène du kebab où un groupe de clients maghrébins soupèse la responsabilité du racisme et de l'exclusion dans la montée du djihadisme belge. Dans l'ensemble, Kadra, à l'image de Ryan, qui finit par pardonner à son ami, se montre donc beaucoup plus tolérant avec ce kamikaze du 13 novembre qu'avec les terroristes de la décennie noire algérienne, plus apaisé en fait. Ces effets d'aseptisation et de simplification proviennent peut-être de la résolution du conflit de loyauté à l'armée qui plaçait Kadra dans une position difficile et l'obligeait à de nombreuses précautions. Mais chez lui comme chez Sansal, ces représentations des mouvances djihadistes qui tournent à l'abstraction paraissent à rebours de l'injonction lancée dans l'épitexte à comprendre précisément le fonctionnement du terrorisme islamiste et à tout nommer avec précision. Il y a donc là un paradoxe qui donne parfois l'impression que la prise en charge de la question du terrorisme islamiste est devenue un peu mécanique et que les attentats du 13 novembre en eux-mêmes ne semblent pas tellement concerner les deux auteurs. En fait, ils apparaissent plutôt de manière délicate pour eux à formuler et qui n'empêche pas par ailleurs un effroi et une compassion sincère, comme la reconnaissance enfin advenue qui leur permet de surmonter le sentiment d'abandon et d'ignorance dont ils disent avoir tant souffert dans les années 90. En fonctionnant comme la preuve a posteriori de la justesse de leurs analyses et de leurs prédictions, les attentats du 13 novembre leur ouvrent enfin un plein espace d'écoute et de légitimité, et en ce sens, ils constituent pour eux non pas tant l'impasse, comme ils le disent, d'une histoire condamnée à la répétition, mais en fait plutôt son issue, à leurs yeux. J'en arrive alors à mon dernier point. Le dépassement permis par le 13 novembre est traduit par le passage du motif de la boucle à celui de la chaîne. Les deux romans sont construits sur une boucle structurelle qui semble reproduire le bégaiement de l'histoire. Ainsi, le train d'Erlingen se compose de deux parties que Sansal, assez malicieusement, rend parfaitement réversibles par les titres et les exergues. Donc vous avez première partie, la réalité de la métamorphose. Toi qui entres dans ce livre abandonne tout espoir de distinguer la fantasmagorie de la réalité. Et deuxième partie, la métamorphose de la réalité. Toi qui entres dans ce nouveau livre abandonne tout espoir de reconnaître la réalité de la fantasmagorie. La construction de Khalil est elle aussi circulaire. Le roman s'ouvre et se termine sur deux attentats ratés. Cependant, le motif paraît aussi et surtout métaphoriser l'idée selon laquelle le 13 novembre correspondrait à une forme de validation qui permettrait de boucler la boucle et donc d'en sortir.
On assiste alors à un retour très frappant au premier choix éthique et esthétique des deux auteurs. Dans ces deux premiers romans, Sansal refusait déjà une figuration réaliste des terroristes islamistes et se tenait à des représentations lointaines et grotesques des fous d'Allah. Quelques concessions avaient été faites ensuite, mais elles sont totalement balayées dans le train d'Erningen. La brève description que Léa fait des agresseurs de sa mère, 5 malabars patibulaires qui portaient la tenue réglementaire du Moudjahid, blouson sur gandoura, pantalon parachute à mi-mollet, barbe en bataille, auquel ne manque que la Kalachnikov, le RPG et le sabre de décapitation express, paraît calquée sur celle du Sermon des barbares, son premier roman. Et ces sortes de héros, je cite, portant barbe, claquette, blouson gandoura, la panoplie BCBG de la terreur. En fait, Sansal est revenu à son point de départ, en plus outré encore. Ainsi, un jeune garçon qui seul a pu voir l'un des mystérieux envahisseurs décrit aux membres du conseil municipal la sorte de dredon épineux sur ce qui semble être sa tête, la gibbosité dans le dos, les longs poils, puis conclut son récit en disant « Il m'a donné le libellé et poussé dans le dos en me disant « Guémen, dérate, va, par là. » Ce n'est plus là de l'ironie grinçante, mais du comique pur et dur. Ce qui paraît sous-entendu ici, c'est que non seulement la première idée était la bonne, mais qu'elle n'allait pas encore assez loin. On observe exactement le même mouvement dans Khalil. Traumatisé par les polémiques kitukistes, Kadra avait dit vouloir finalement renoncer à écrire sur le terrorisme islamiste et il s'y était tenu depuis 2010. Dans Khalil, non seulement il y revient, mais il retourne à une approche qu'il a contribué à répandre, l'immersion dans la tête du terroriste. Approche dont il dit qu'elle lui était venue spontanément à l'époque parce qu'elle correspondait à un exercice qui était demandé aux militaires pour anticiper les réactions de l'ennemi sur le terrain. Or, entre-temps, ce dispositif est devenu non seulement le mode topique de la représentation du terroriste islamiste, mais aussi le plus controversé. Ainsi, Salim Bachi, lui-même coutumier de l'exercice, a suscité une vive polémique après l'avoir pratiqué sur Mera, se voyant reprocher de succomber avec indécence aux séductions du bourreau, pour reprendre l'expression de Charlotte Lacoste. C'est d'ailleurs peut-être en réaction à cette controverse qu'il a choisi, en réagissant à son tour au 13 novembre, de publier, lui en 2018 aussi, Un jeune homme en colère, où il donne la parole à un rescapé de fiction. En tout cas, il n'est donc pas anodin de voir Kadra, qui avait tourné le dos au sujet, y revenir en persistant et signant avec cette approche-là, qui, comme on l'a vu dans le cas de Sansal, se trouve en plus amplifiée. Par exemple, dans Khalil, Kadra unifie l'énonciation, délaissant toutes les précautions qu'il avait prises dans Aquarelle des loups, où la narration oscillait entre la première personne et un narrateur à la troisième personne qui prenait le relais quand les actes relatés étaient trop insoutenables. Par ses retours en arrière et ses choix structurels, Sansal et Kadra prouvent que la boucle qu'ils ont faite, si elle était peut-être nécessaire face à un phénomène alors inédit, les a ramenés au même point. Et qu'à ce titre, les Français peuvent à présent leur faire confiance et se l'éviter, eux, cette boucle, en rétablissant le dialogue avec les autres victimes du terrorisme. C'est ainsi que les deux auteurs ont montré comment la boucle doit se dérouler en chaîne. Khalil se clôt sur un épilogue exogène focalisé sur l'ami dont la bienveillance aura finalement accompagné le personnage vers une déradicalisation inespérée, et qui conclut le roman par ces mots « Tu aurais quand même pu t'épargner ça ». Kadra va même plus loin en établissant la possibilité d'une communication avec le terroriste dans les dernières pages de sa narration. Il emploie un « tu » par lequel il s'adresse surtout à lui-même, mais l'oscillation du je et du « il » est remplacée par une amorce d'interlocution, ce qui se charge d'espoir, avec l'idée que cette fois, les terroristes vont peut-être devoir répondre de leurs actes, ce qui a été empêché en Algérie par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, promulguée en 2005 au terme de négociations opaques. Et sur l'espoir plus largement, il n'est pas inutile de préciser ici que Kadra dit avoir d'abord pensé à la jeunesse en écrivant le livre. À la fin du roman de Sansal, l'impasse de la réversibilité s'ouvre également sur un document exogène, la copie d'un courriel que Nell, la petite élève allemande d'Elisabeth, adresse à Léa. Le mail de Nell voit la fillette répondre en tout point à la volonté d'Elisabeth qui était de lui enseigner, je cite, qu'il faut avoir des liens qui ne soient pas que conjoncturels et intéressés, qui doivent s'inscrire dans l'histoire des siens et du monde pour bâtir une société fondée sur l'estime et la solidarité. En plaçant la fillette comme lectrice du roman qui précède et comme continuatrice d'un roman qui va suivre, Sansal invite son lecteur à rejoindre la chaîne que lui-même cherche à constituer avec tous les grands auteurs qu'il mobilise à travers les nombreuses notes de lecture. Là aussi, un espoir porté par la jeunesse se dessine, étant indiqué que ces romans semblent tourner la page de la décennie noire. Finalement, le 13 novembre semble bien être davantage que le moteur de ces romans, l'embrayeur qui permet aux deux auteurs de sortir eux aussi de la boucle et de passer enfin à autre chose, ce qui se vérifie dans les œuvres qui suivent, qui portent sur le passé un nouveau regard plus apaisé, tourné vers d'autres horizons et d'autres histoires. Voilà.
Merci. Parfait. Merci. Super, c'est un peu Pierre. C'est à moi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour cette belle organisation. Et j'espère que vous me pardonnerez les quelques effets de redite par rapport à l'exposé précédent, puisque j'aborderai aussi, entre autres, le roman d'Yasmina Khadra. Dans sa chronique judiciaire qu'on ne présente plus, donc V13, Emmanuel Carrère rappelle à quel point ces procès ont agi comme une puissante machine à fabriquer de la communauté, du lien, de l'identification, au moyen de ce qu'il identifie comme la logique du eux et nous. Ce partage est d'ailleurs mentionné comme étant insuffisant, mais si les accusés suscitent des questions, qu'est-ce que ces types ont dans la tête? Ils suscitent aussi des déconvenus. On pensait que ce serait passionnant, leurs interrogatoires, dit-il. En réalité, ça ne l'est pas vraiment parce qu'ils n'ont rien à dire. Enfin, rien. C'est bête de dire rien, ça veut surtout dire qu'on n'a pas su écouter, pas chercher à comprendre. Emmanuel Carrère semble ici se placer en porte-à-faux vis-à-vis d'une position que Manuel Valls a pu avoir à un moment, renvoyant dos à dos le fait de comprendre et celui de justifier, ce qui semblait balayer au nom d'une culture de l'excuse toute exploration sociologique des ressorts de la radicalisation et de l'engagement violent. Et a fortiori, pourquoi ne pas balayer aussi l'exploration littéraire? Les questions laissées sans réponse, pourquoi Salah Abdeslam n'est-il pas allé jusqu'au bout, par exemple? Le besoin d'extraire les événements de leur seul cadrage politique ou médiatique sont pourtant autant d'éléments qui expliquent qu'on puisse se déporter ou vouloir se déporter de l'espace-temps du procès pour se loger dans l'espace fictionnel du roman. Donc, j'aborderai ici deux ouvrages qui mettent au centre le terroriste islamiste en faisant le protagoniste sur un régime de narration à la première personne. L'intérêt de ce type de production peut s'envisager à l'aune des fictions post-11 septembre. Elle apparaissait alors comme un outil de mise en débat des discours politiques et médiatiques sur le phénomène du terrorisme et de la radicalisation et permettait de remettre en question certaines décisions politiques consécutives. D'une part, la fiction se faisait lieu d'analyse du partage manichéen qui peut prévaloir dans le discours politique. D'autre part, la fiction permettait aussi de réhistoriciser ou de repolitiser ces enjeux. En somme, il apparaît que la fiction puisse prendre pour objet, sans qu'il lui incombe de produire une vérité scientifique, ce qui reste invérifiable lors d'un procès, ou ce qui demeure imprédictible dans les sciences empiriques, ne serait-ce que la question du passage à l'acte. Je m'intéresserai donc à Khalil de Yasmina Khadra, qu'on ne va pas présenter du coup, et Ours Are the Streets de Sanjeev Sahota, premier roman d'un jeune écrivain britannique d'origine indienne. Pardon, ils sont ici. Ces deux romans donc se rejoignent dans un choix narratif et dans un geste qui consiste à donner une voix, éventuellement explorer ou faire vivre le code existentiel d'un terroriste en réaction à deux vagues d'attentats, pour l'un, ceux du 7 juillet 2005 à Londres, et pour l'autre, le 13 novembre 2015 à Paris. Je poserai une question assez simple, finalement. Quelle lecture ces romans proposent-ils du terrorisme islamiste? Ou alors, quelle saisie du terrorisme parviennent-ils à faire? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut identifier dans ces deux romans un traitement qui met sur le devant de la scène des traitements spécifiques à deux aires nationales différentes? Je souhaiterais m'arrêter, avant d'entrer dans le cœur de ces romans, sur quelques ressources qui sont à notre disposition pour recevoir cette littérature qui entend mettre le lecteur au plus près. En effet, au moment d'ouvrir ces romans, on pourrait imaginer que plusieurs affects se rencontrent, pouvant aller de la curiosité morbide à l'indignation même. Il y aurait peut-être un soupçon a priori sur des romans qui font parler des terroristes. Ne sont-ils pas des romans à risque? Mais alors de quel risque parle-t-on? Dans son ouvrage justement « La séduction du bourreau, négation des victimes », Charlotte Lacoste analyse les bienveillances de Jonathan Little et sa réception, événement qu'elle semble situer au sein d'une dynamique plus large et plus inquiétante de réhabilitation des criminels politiques sur plusieurs plans. Le risque central semble résider dans le privilège sensationnaliste des fictions par rapport aux témoignages et dans une conception de la littérature, de fiction, qui serait un lieu d'exploration privilégié du mal et de reconnaissance de la sagesse particulière du bourreau. Ici, dans cet exemple, le bourreau nazi. La conséquence en serait alors que l'horreur réelle est déréalisée et réduite à un simple effet de fiction. Ce détour qui n'engage que moi me permet néanmoins d'envisager plusieurs enjeux
pour aborder les romans qui sont à l'étude. D'abord, le régime d'identification lié à la narration à la première personne trouve-t-il des freins dans ces romans? Deuxièmement, comment est-ce que les auteurs envisagent-ils la fonction du roman? Et enfin, l'apparition de ce type de production dans la création littéraire sur le terrorisme, qui englobe évidemment la littérature de témoignage, est-ce que cette apparition présente un risque d'invisibilisation ou de négation des victimes? Pour aborder ce dernier point, on pourrait se tourner simplement vers l'ouvrage dirigé par Alexandre Geffen et Sandra Logier, Le pouvoir des liens faibles, dans lequel Alexandre Geffen formule l'hypothèse qu'à la différence des États-Unis, ce sont les formes personnelles autobiographiques de témoignages collectifs qui dominent le champ, et que cela serait entre autres le signe d'une réticence française à la fiction, notamment dans la figuration des attentats. Ainsi, le roman de Kadra, mais peut-être aussi celui de Saota, serait assez isolé ou assez isolé dans la production littéraire française comme britannique pour éviter cet écueil. Dans les discours d'intention des écrivains, cette fois-ci, comme dans les textes promotionnels qui accompagnent la publication des romans, l'œuvre de fiction apparaît comme un instrument choisi qui permet, dans le cas de Saota, d'explorer et d'interroger une part de ressemblance ressentie malgré lui entre l'écrivain et le chef de la cellule terroriste responsable des 7/7 bombings. Dans le cas de Kadra, il s'agirait de faire un choix presque pédagogique, d'être au plus près d'un terroriste, afin de permettre au lecteur ou à la lectrice de quitter le roman avec un coup d'avance sur le discours d'embrigadement djihadiste, sa logique et ses ressorts. Je souhaiterais donc envisager comment ces romans, dans un premier temps, fondent leur trame sur la radicalisation, ou peut-être la déradicalisation de leurs protagonistes. Ensuite, j'aborderai ces dispositifs qui régulent la proximité que le lecteur entretient avec eux. Et enfin, j'essaierai d'argumenter que ces romans ne se limitent pas à une simple exploration psychopathologique, ni ne se contentent d'illustrer des modèles sociologiques descriptifs de l'embrigadement, mais se servent de ces personnages comme prétexte pour problématiser le commun. En somme, je fais l'hypothèse que ces romans parviennent à repolitiser le phénomène de radicalisation et la question du terrorisme. Pardon. Donc, la simple description de la composition de ces romans peut nous mener à envisager les opérations de complexification qu'ils effectuent et la manière dont ils déjouent peut-être certaines attentes. Khalil est le récit que fait un terroriste fictif du 13 novembre 2015 dont la veste explosive n'a simplement pas fonctionné. Il raconte sa cavale, sa reprise de contact avec ses collaborateurs, mais aussi la duplicité dont il fait preuve auprès de sa famille et de ses amis. Ours on the Street se présente comme le journal intime d'Imtiaz, jeune Britannique d'origine pakistanaise né à Sheffield, sensible aux injustices dont il peut être victime, ou surtout son père. Et il fait dans ce roman le récit rétrospectif de sa radicalisation et livre des confessions. Le lecteur est donc immédiatement pris dans une temporalité et un cadre terroriste. Et le récit est pris en charge par ces personnages. Le récit pris en charge par ces personnages et émaille leur discours d'éléments de rhétorique anti-occidentale convenus, auxquels on pouvait s'attendre, qui soutiennent un clivage radical entre nous et eux, jusqu'à se répercuter finalement dans la figuration des espaces environnants urbains qui semblent dépeuplés et très communautaires. Mais ces récits présentent toutefois des trajectoires inverses. L'attentat est un point de départ dans le roman de Kadra et semble être un horizon, un point d'arrivée pour Imtiaz. Mais c'est vrai qu'il y a un effet de bouclage et qu'un autre attentat est envisagé à la fin du roman de Kadra. Mais alors que Khalil est immédiatement identifié comme l'ennemi, Imtiaz le devient. Et à dire vrai, Khalil pourrait bien finalement cesser de l'être, puisqu'il semble qu'il finisse par se dénoncer, on peut l'interpréter comme ça, et faire empêcher le nouvel attentat qu'il devait commettre. Il y a également un certain nombre d'étapes communes à ces deux récits et de figures. On retrouvera la figure de l'ami, qui fait office de point d'entrée dans les cercles de radicalisation, Driss pour Khalil, Akil pour Imtiaz, qui est un voisin de son village au Pakistan. On retrouvera la figure du mentor, qu'il soit guerrier ou spirituel, Abou Baï pour Imtiaz, Lies et le cheikh pour Khalil. Et certaines étapes et objets clés se retrouvent, la question de la veste explosive, sa récupération, sa fabrication ou sa destruction. Et enfin, la renaissance spirituelle après une vie dissolue et les moments de profession de foi. Néanmoins, l'attentat lui-même n'est pas représenté. Qu'il n'y ait pas de méprise, les attentats du 13 novembre font cadre dans le roman de Yasmina Kadra. Ils ont lieu, Khalil y assiste de manière qui est médiée,
Dans le roman de Saota, il y a bien une attaque suicide d'un camarade d'Imtiaz, Faisal, contre des soldats américains en Afghanistan, mais ni Khalil ni Imtiaz ne commettent effectivement des attentats, qu'ils y renoncent ou qu'ils échouent. Oui, pour Imtiaz, la chose est renvoyée hors de l'espace du roman. Il y a manière à douter qu'il y parvienne, puisque la prière finale ressemble à un renoncement. Et je reviendrai plus tard sur cette implication liée au double régime de l'attentat, qui est à la fois omniprésent, puisque c'est au fondement de la tension narrative, et pourtant en partie absent de la représentation. Ces éléments pourraient tirer ces romans vers le genre du polar, mais ils semblent contrebalancés par d'autres mécanismes d'appréhension de la radicalisation ou du terrorisme. Yasmina Khadra et Sanjeev Sahota situent finalement la problématique de la radicalisation dans des lieux alternatifs, le premier d'entre eux étant la famille. Khalil et Imtiaz sont tous deux des fils d'immigrés, du Pakistan pour celui-ci, du Maroc pour celui-là, et la figure d'un père défaillant est tissée dans les deux romans. Pour Khalil, cet exemplaire, son père échoue à lui instiller une simple morale. Il rapporte cette anecdote où, après avoir redoublé la 6e, je crois, il dit « Je n'eus droit qu'à un mépris cinglant, ni gifle, ni menace, ni punition, juste une métaphore expéditive dont le dédain me vouait sans appel à la perdition. » Pour Imtiaz, son père, chauffeur de taxi, lui provoque de la honte et de la pitié qui se transforment en haine de soi jusqu'à devenir une haine de l'autre. Les auteurs réinscrivent l'enjeu existentiel de leurs personnages dans la problématique de l'identité postcoloniale en Grande-Bretagne et en Belgique. Et c'est peut-être pourquoi, à la réception de son premier roman, Sanjeev Sahota a été placé du côté des écrivains de la diaspora indo-pakistanaise, dont on a ici 2 représentants, Mohsin Hamid notamment et H.M. Nadvi. Ours are the Street serait donc plus qu'un roman typique sur le terrorisme domestique. Ces fictions, en effet, semblent reconstruire la radicalisation comme une trajectoire idéologique intelligible, qui a trait à la construction subjective dans des espaces qui sont alors repolitisés, c'est-à-dire repeuplés d'êtres, de lieux, de discours et d'histoires contradictoires. Le cadrage policier ou psychologique qui pourrait caractériser plus facilement le discours politique et médiatique est alors enrichi. Toutefois, il serait illusoire de croire que ces romans sont des plaidoyers ou des argumentaires en irresponsabilité. Il existe des garde-fous et des dispositifs maîtrisés d'identification et de mise à distance. Donc, dans un premier point, on pourra voir que le roman de Yasmina Khadra est effectivement bâti sur des références exactes aux années 2015 et 2016 et une certaine transfiguration fictionnelle. Et le personnage éponyme pourrait être un ersatz littéraire de Salah Abdeslam, ne serait-ce que parce qu'il est survivant des commandos qui ont frappé Paris le 13 novembre. Mais c'est un personnage de fiction et Khadra se refuse à en faire un objet de fascination et de pitié également, il me semble. Si l'on est au plus près, selon le souhait de Khadra, d'un terroriste islamiste, tout le roman repose sur une logique de doute et de confrontation. À l'échelle du discours de Khalil lui-même, dont effectivement la rhétorique est un peu aseptisée, on retrouve quand même un certain nombre de termes qui sont mis en lumière par l'italique, activant un effet de mention et une mise à distance lorsqu'il est question de ses frères, donc de cette fraternité fantasmée, de sa chienne de vie, le courage qu'il aurait eu d'hasarder un pas à l'extérieur de la case départ, ou l'imprécation dont il est l'objet et qu'il reformule ensuite à souhait, tu ne seras jamais un Belge à part entière. Mais l'italique concerne aussi des mots étrangers, ainsi que des décrochages énonciatifs qui semblent appartenir à un autre espace, soit des moments de rêve de Khalil, soit des véritables énoncés qui ont plutôt une fonction de régie, et donc on ne peut pas imputer à Khalil lui-même. Ainsi de l'énoncé presque didascalique du début du roman, qui situe l'action à Paris, le 13 novembre, ou cet épilogue où l'on passe à une narration à la 3e personne. C'est donc la question même de l'origine du discours qui est posée. Finalement, ces mots sont-ils les siens, ceux de Khalil, sont-ils cités? D'où parle-t-il lui-même? Chez Sahota, le mélange de confession et de récits rétrospectifs installe un régime d'autocorrection et de critique de la part du narrateur-personnage. En outre, du fait que le texte déploie un certain nombre d'adresses à la 2e personne, le lecteur est d'autant plus proche d'une posture de juge, et ce qui est dit sera très souvent immédiatement discuté ou interrogé, insérant donc des effets de tremblement là où on se serait attendu à une détermination terrible et une assurance froide. Une marque emblématique du caractère finalement non fiable du narrateur se retrouve dans l'incertitude au moment de se souvenir de faits exacts. Cette
Ce caractère unreliable du coup des narrateurs maintient nécessairement le lecteur ou la lectrice en alerte, et cette vigilance trouve des confirmations et des appuis dans des personnages qui font office de contrepoint. En somme, c'est la chose que j'aimerais affirmer plus fortement que les autres, c'est que les narrations à la première personne ne sont pas synonymes d'un abandon total de la parole aux terroristes. Et c'est paradoxalement dans cette économie narrative qu'on trouve des figures porteuses de discours contradictoires ou des relais moraux pour le lecteur. Chez Kadra, le personnage de Ryan, ami d'enfance de Khalil, qui incarne non seulement l'inexistence de la fatalité, mais devient porteur d'un dégoût moral profond qui n'a d'égal que l'amour qu'il a pour Khalil. Chez Saota, le personnage de Sharag, cousin d'Imtiaz, qui renonce au projet d'attentat auquel il n'avait acquiescé que pour parvenir à migrer en Angleterre et qui désavoue la figure de mentor qui est Akil. Nos deux personnages sont donc mis à distance, mais ils sont aussi agents de l'instabilité qui règne dans ces œuvres. Dans le cas d'Imtiaz, un fait intéressant est que la radicalisation idéologique suit aussi l'intensification d'un soupçon qu'on peut avoir de folie délirante. On remarque un certain nombre d'indices sans qu'on soit amené à trancher particulièrement, mais Imtiaz a l'air d'inventer un personnage, Tarun, qui fait office de relais à tous ces soupçons paranoïaques portant sur le fait d'être trahi aussi bien dans son projet d'attentat que dans son mariage. Khalil, de son côté, est dans toute la première partie du roman constamment en train de mentir. Il nie avoir participé aux attentats dont Driss a été un des participants. Mais lorsqu'il est percé à jour par Ryan, il module son mensonge et affirme avoir renoncé volontairement à l'attentat. On sait absolument que c'est faux, mais au regard de la fin du roman, il y aurait comme une ironie presque positive, à savoir que si le mensonge était au cœur de la première partie du roman, dans la seconde, c'est la conversion de cet énoncé faux en énoncé valide qui nous est donné à lire. Donc Khalil porte lui aussi un principe de confusion et d'interaction entre le vrai et le faux qui nous maintient en alerte. Ces mécanismes ont l'air d'être induits finalement par la narration à la première personne. Et à ce titre, on peut revenir sur l'omission du passage à l'acte dans l'économie du roman. Il y aurait peut-être comme une incompatibilité logique entre la représentation de l'attentat suicide et l'esthétique réaliste qui est choisie et qui repose sur la narration à la première personne, puisque ce serait alors agi non plus de faire parler les personnages depuis un lieu inconnu, mais depuis un non-lieu qui n'existe pas. La conséquence en serait que Imtiaz et Khalil sont encore dans un domaine qui peut relever du commun, qui peut encore être exploré par identification ou par empathie, au seuil donc d'une certaine inhumanité, sans pour autant qu'il y ait un piège moral. Et on pourra renvoyer justement aux effets de variation narrative de À quoi rêvent les loups, où le passage de la narration à la première personne, à la troisième personne, opère comme un signal de franchissement de ces seuils d'insoutenabilité ou d'inhumanité. Il ne s'agit donc pas tant de dire que la lecture négocie une certaine communauté entre nous et ces personnages, dans un sens d'identité, mais plutôt que ces personnages nous sont communs d'une certaine manière, puisqu'ils sont traversés aussi par des questions de communauté. Et leur rapport à ces questions informe le nôtre, hors de l'espace littéraire. Finalement, dans un dernier point, j'aborderai l'idée que l'intérêt de ces romans réside dans la mise à mal d'une certaine logique binaire au fondement de toute vision radicale et manichéenne du monde. Khalil et Imtiaz sont donc des supports pour penser les communautés à plusieurs échelles. Dans le roman de Saouta, on remarquera que la honte est un motif constant et qui apparaît comme une matrice d'exclusion, mais aussi d'illusion communautaire. Imtiaz est singulièrement lié à des nous qui peinent à coexister. Il est pris dans un réseau de loyauté contraire et se trouve pourtant partout étranger. Il est Freshie en Angleterre, fresh off the boat, Valetia au Pakistan. Cette honte provient aussi bien de la diaspora en Angleterre que d'une communauté d'origine qu'il fantasme. S'il y a bien, certes, une logique de confrontation très binaire entre deux espaces qui sont repoétisés, une Angleterre bizarrement dépeuplée de toute sa population blanche et désarticulée, d'une part, d'autre part, un Pakistan fantasmagorique, riche en histoire, l'ambivalence revient quand même sous le motif de la couleur et mine le Pakistan qui est constamment en oscillation entre un glorieux doré et un jaune tout à fait malade. Chez Kadra, le travail de sape de l'illusion communautaire et organique qu'incarneraient les fous de Dieu ou les soldats d'Allah est d'autant plus explicite. En effet, l'association de combattants se voit contester le monopole des valeurs du musulman. La sœur jumelle de Khalil, par exemple, Zara, ou Ryan, mettent en concurrence des conceptions et des implications de ce qu'est un croyant qui diffèrent de celles de Lies ou de Ramdan,
Et c'est bien la concurrence, d'ailleurs, qui caractérise la dynamique à l'œuvre au sein du groupe de terroristes entre ce que Khalil identifie lui-même comme ceux qui font la guerre et d'autres qui font des affaires. Finalement, on en arrive aussi à la famille, qui fonctionnerait comme une allégorie de la société et qui fait office de huis clos tragique. C'est d'elle que naissent peut-être les dysfonctionnements à l'origine de la radicalisation, mais c'est également une victime collatérale en la personne des figures féminines dans ces deux romans, à savoir Becca, l'épouse d'Imtiaz, et Nour, sa fille orpheline de père, et Zara, la jumelle de Khalil, qui elle meurt aussi dans un attentat. Une piste me semble intéressante chez Saota et réside dans la mise en, comment dire, dans la mise en lien, presque en concurrence de l'activité d'écrire et le combat, qui sont supposés s'unir finalement dans un acte final qui n'aura pas lieu. Le texte est systématiquement mis en concurrence avec l'action violente. Il occasionne des blessures et son importance est sans cesse rappelée par le personnage. Et ce qui en émerge est la nécessité qu'Imtiaz se réapproprie par l'écriture d'élaborer un récit et de répondre à cet enjeu qui consiste à produire de soi une image viable et stable, communicable et assurée. Cette importance de l'image et donc de la fiction de soi qu'on élabore est notable dans les procédés d'insertion des personnages, par exemple, où la description et l'impression vont systématiquement précéder la nomination ou l'identification de qui est cet individu, qui est cet autre, et le souci constant qu'Imtiaz a pour ce qu'on dit ou pense de lui. La radicalisation est alors rendue sensible comme une élaboration fictionnelle, une définition de soi et l'élaboration d'un regard sur le monde. Khalil relie d'ailleurs en ces termes la manière dont il a été embrigadé. Sur cette page blanche, ils avaient promis d'écrire une épopée dont je serais le héros. Ce rapport entre élaboration fictionnelle et radicalisation est peut-être plus explicite dans le roman de Saota, dans la mesure où Imtiaz non seulement écrit, et il y a une mise en abîme de cet acte d'écrire, mais fait part aussi d'un rêve abandonné d'être écrivain, for all the brown reasons, dit-il, donc des raisons liées peut-être à une forme de racisme, et se montre plus avide d'histoire que de préceptes dogmatiques, parce qu'elles seules lui permettent de s'ancrer dans des lieux. Mais le personnage de Khalil est aussi créateur dans une certaine mesure, où il met à mal le régime fataliste que le roman en deux parties de Khadra semblait élaborer, notamment à partir du chapitre 12, où Khalil préparant un autre attentat, tout semblait devoir pour lui se répéter et s'achever par le commencement. Je finirai dans un dernier point en formulant une hypothèse, à savoir que l'écriture est donc comme un contre-modèle d'action. La fiction est alors ici un moyen et un espace pour reformuler les questions que les sociétés démocratiques frappées par des attentats terroristes se posent. Les romans tissent des fils qui font signe vers des logiques de construction identitaire en Angleterre et en Belgique, mais par ricochet, pourquoi pas en France. Et ces questions que la fiction identifie sont celles, semble-t-il, de l'articulation entre des entités individuelles et collectives dans des espaces dont l'histoire politique est notamment une histoire de colonisation et d'immigration, loin des fantasmes d'homogénéité. En somme, Saota et Khadra identifient la question du partage eux-nous comme un enjeu, mais on pourrait imaginer qu'ils lui donnent une forme différente selon qu'elle se pose dans un cadre multiculturaliste, plus propre à l'Angleterre, ou universaliste républicain. Chez Khadra, la chose est relativement exemplaire dans cette scène collective du chapitre 6, où des habitants de Molenbeek discutent des causes et des conséquences des attentats du 13 novembre, les envisagent en termes d'islamophobie, d'assimilation. Certes, aucune solution n'est proposée, mais la fiction d'une homogénéité nationale, comme la pertinence d'une bipartition du monde, sont battues en brèche dès lors qu'est dénoncée finalement la radicalisation mutuelle de l'extrême droite et des djihadistes. Dans le roman de Saota, et c'est là une piste proposée que j'ai trouvée dans un article de Pascal Zinc, cela semblerait passer par la mosaïque de langues qui fait la saveur et la richesse du texte, mais c'est alors plutôt le multiculturalisme qui serait ici interrogé. On trouve une intrication d'anglais argotique, de dialectes du nord de l'Angleterre, d'ourdou, de punjabi et d'arabe, qui reflèterait certes une réalité multiculturelle, un ancrage au sein d'une classe sociale particulière, mais qui recouvrerait alors une forme d'échec d'articulation entre des lieux, des gens et des voix. Et la folie suggérée d'Imtiaz pourrait en être une conséquence. Pour finir, sur ce dernier point de la folie, il serait intéressant d'envisager que cette folie soit potentiellement un espace de résolution, puisqu'elle ne sert pas, comme dans un cadre juridique, à soutenir un argument d'irresponsabilité, mais dans un espace littéraire, elle permet plutôt de présenter comme potentiellement délirants les éléments qui composent cette vision manichéenne du monde, qui a pourtant cours aussi dans les discours politiques des sociétés occidentales.
Chez Khalil, peut-être que c'est le mensonge qui aurait alors cette fonction d'inversion. Paradoxalement, donc, ces personnages sont des prétextes pour penser le commun à partir d'extrémités ou de défaillances. Pour conclure, je ne suis pas persuadé qu'il y ait d'élévation épique des personnages dans ces romans, bien au contraire. Il n'y aurait pas vraiment de complaisance pathétique, même si peut-être le roman de Saota est plus larmoyant. En tout cas, pas de déresponsabilisation tragique. Maintenant, en l'absence de points de comparaison multiples avec d'autres fictions, les questions restent ouvertes. Est-ce que la narration à la première personne restreint la représentation d'un phénomène social complexe à une petite échelle ou à un seul type de question? Ou bien ces romans parviennent-ils même à saisir des spécificités nationales dans ce phénomène? Quoi qu'il en soit, il semble crucial de poser la question de la politique de la fiction, notamment du roman, à savoir le rôle que l'on donne ou que l'on attend de ces productions dans la société, et pourquoi pas des nouvelles configurations de l'engagement littéraire que le terrorisme occasionne. Merci. Merci beaucoup, Michael, Lisa et Pierre, pour les exposés très, très riches. Également pour avoir respecté notre timing, parce que ça veut dire qu'on a pas mal de temps pour à peu près 25 minutes pour les questions. Avant d'ouvrir à tout le monde, je me demande si vous avez vous-même les questions, les réponses, les remarques immédiates sur les autres exposés que vous voulez. Ce qui m'interpelle dans le sujet que tu as développé, le dernier mouvement que tu as esquissé, c'est cette question politique que tu mentionnes. Est-ce que tu peux donner quelques mots encore? Parce que je vois que ta conclusion a été très brève. Donc, peut-être que tu peux développer un petit peu, non? Sur quel aspect exactement? La production du romanesque dans une vision qui prend en compte des aspects politiques. Alors, pour ces deux romans-là, une question à laquelle j'ai d'ailleurs pas vraiment de réponse, il n'y a que des pistes, c'est est-ce que dans la mesure où il semble interroger des modes de vivre ensemble, des conceptions de la communauté ou du collectif, est-ce qu'ils arrivent à faire sentir ou est-ce qu'on peut retrouver la trace peut-être de particularisme propre à différentes aires géographiques, à différentes identités nationales, donc à savoir un modèle universaliste par exemple, ou un modèle multiculturaliste de l'autre. Je n'ai pas énormément de réponses là-dessus, mais sinon, de manière plus large, moi j'ai quand même ce sentiment que la fiction arrive à faire quelque chose parce que c'est de la fiction, qui n'est pas l'objet du discours politique. Il y a eu tout à l'heure un peu ce débat sur est-ce que c'est la position ou non d'Emmanuel Valls que d'assimiler, justifier et comprendre. À la limite, la question n'est peut-être pas si intéressante que ça, dans la mesure où c'est en tant que responsable politique qu'Emmanuel Valls parlait. Et donc peut-être que ce propos a eu des conséquences délétères sur les sciences sociales, mais c'est l'objet du discours politique que de réaffirmer un certain collectif, un certain nous identifiable, vis-à-vis, du coup, dans cette logique-là, d'un eux. C'est peut-être comme ça que le discours politique s'exprime, mais la fiction est capable d'évoluer dans les interstices de ces discours-là. Voilà. Moi, j'ai pensé davantage à la dimension politique en tant que telle dans le roman, qui consiste à brosser un tableau, un scénario d'une vie, d'un projet de vie en quelque sorte. Ça m'interpelle parce qu'il y a cette emprise du néant en quelque sorte, de la destruction qui plane sur nous et nous en tant que société. Et donc, l'univers de la fiction, c'est un univers de création et donc de possibilités. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce qu'il y a des questions dans ça? Non, c'est complètement Plus fort, s'il vous plaît. S'approcher là. Ma question s'adresse à M. Michael Ring.
Et en fait, vous avez précisé dans votre introduction que vous allez vous situer dans le cadre de la poétique du cœur, puisque vous analysez des témoignages et non des romans. Alors, moi, je me suis demandé, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question sur la limite du témoignage et sa rencontre avec la fiction, puisque des fois, la question du témoignage pose le problème aussi de la mémoire et de l'oubli. Et des fois, la personne qui témoigne, qui raconte son histoire, et perd le fil, etc. Et des fois, a tendance à remplacer certains éléments par d'autres. Donc, est-ce que finalement, vous ne vous êtes pas posé la question de la rencontre de la fiction et du témoignage, etc. Merci beaucoup. Évidemment, alors je peux vous donner un exemple. Je crois que l'auteur nous honorera de sa présence. Je parle de Yannick Haenel avec un roman intitulé Roman, qui s'intitule Jan Karski. Et dans ce roman, il met en scène la même scène, le même acteur, mais d'un côté, présenté en tant que personne, parce qu'il reprend texto les extraits de Jan Karski, de son autobiographie, où il parle entre autres de la visite rendue au ghetto de Varsovie en 1943 pour porter témoignage au monde libre, suite à une invitation de 2 leaders de résistance juive. Ensuite, deuxième partie du livre de Haenel, c'est la présence très très forte pour celles et ceux qui s'en souviennent de Jan Karski vers la fin du film Shoah de Lanzmann, où il porte témoignage devant la caméra, témoignage très difficile, renoncé d'abord et ensuite repris. Et la troisième partie, âprement discutée dans le domaine français, qui est une fiction et qui met en scène donc Jan Karski en tant que personnage. J'ai planché sur cette question parce que j'ai vu l'interprétation du texte sous forme de théâtre, de pièces de théâtre à l'époque à Brest, mais ça tournait en France. Et je me suis dit, moi, lecteur, récepteur, qu'en est-il de ma position? Et la position, et je trouve que c'est très très fort dans ce livre-là, ma position de réception change à chaque fois. C'est-à-dire que je lis la même scène, mais à chaque fois d'un point de vue différent. Je prends acte d'une autobiographie, j'observe un film magnifique de Lanzmann et je lis une fiction par ailleurs sous forme de personnage. Et donc à chaque fois, moi lecteur, moi récepteur, je change de vision, je le lis autrement, je le reçois autrement. Donc évidemment, c'est une discussion... c'est une discussion très intéressante. Je pense à Semsenberg aussi, qui travaille avec le fonds documentaire établi par la commission chargée de la mémoire, construction de la mémoire du ghetto de Łódź, de Lodz, Litzmannstadt. Et donc, il y a la présence des archives, il y a la présence en même temps, dans le même texte de l'univers de la fiction. Et donc, nous sommes tiraillés, nous sommes remis en question, nous, lectrices, lecteurs. Mais oui, mais c'est une mise en jeu. Nous nous éprouvons, nous rencontrons, nous construisons le texte d'une manière très différente. Et je pense que, dans ma présentation, je pense qu'il y a une piste de réflexion qui m'interpelle en tant que conception des lieux de pensée, de forger les lieux de pensée. C'est le rôle fondamental du témoignage. C'est à partir de cela qu'une pensée redevient possible, en quelque sorte, après, grâce et à travers le témoignage. Donc, qui construit des lieux de pensée, j'ai parlé des lieux communs comme une ensemble de topiques, enfin, qui rend possible l'articulation de la prise de parole, la mise en présence du vivant par rapport à la création, à la volonté de création du néant. Je voulais justement rebondir sur cette topique en l'élargissant à vous trois, avec deux entrées. D'abord, c'est le fait d'avoir fait référence aux bienveillantes de Lucan. C'est la question de la folie.
du personnage narrateur. Je pensais à Maximilian Hao, ce personnage est bienveillante. Donc, justement, toute la cohérence, dans ma lecture, en tout cas, tient sur le fait qu'il peut traverser tout ça. Ça peut sembler invraisemblable, sauf si on admet sa paranoïa complète. Et voilà, sa scission psychique, en tout cas, me semble-t-il, qui permet d'accepter les différentes déviances qu'il a subies. Donc, effet d'intertextualité, ça créerait une topique. Et de la même façon, en pensant à cette stratégie qui apparaît dans votre corpus à tous de l'éviction de l'événement lui-même, hein, en tout cas son décentrage, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Fabrice à Waterloo. Alors, on est complètement dans la stratégie de Stendhal, dans la Chartreuse, où le personnage central, précisément, aborde l'événement sans y être. Et voilà, donc on est dans une topique, là aussi, très intertextuelle. Je ne sais pas si ça vous fait réagir. Alors, moi, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre bien à votre question dans la mesure où les bienveillantes a été mentionné dans mon exposé parce que vous avez critiqué aussi cet ouvrage, Charlotte Lacoste. Après, ça commence par frères humains. Oui, mais l'abominable bourreau, mais ça commence par frères humains. Oui, ça, j'entends bien qu'il puisse y avoir une scission psychique dans ce sens-là. C'est pas la folie que je mentionne du personnage d'Imtiaz n'est pas du tout de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'elle est croissante et on l'associe vraiment à une. Enfin, elle est très facilement associée à un certain nombre de troubles paranoïaques qui peuvent s'intensifier du fait qu'il est en dissimulation, qu'il est sous couverture, parce que finalement, il est en train d'élaborer un projet d'attentat avec son cousin, en même temps qu'il est père de famille et que ce mariage va à volo. Enfin, donc, et puis la folie, elle sert, du coup, enfin, elle est concentrée elle est incarnée dans un personnage qui semble être complètement le fruit de l'imagination du héros. Il y a éventuellement cette part de scission qui peut être envisagée, mais qui est plutôt dans le fait de ne pas postuler qu'on a tous une communauté, par exemple, ou une ressemblance dans la proximité qu'on pourrait entretenir avec le mal, ce qui a l'air d'être un peu sous-entendu quand même par Maximilian Aue dans Les Bienveillantes. Enfin, finalement, si je l'ai fait, vous pourriez le faire. Pour Imtiaz, ce personnage-là, on n'est vraiment pas là. Je réponds un peu à côté, je suis désolé, mais... Pour Fabrice, la Chartreuse, Eh ben, ça paraît pertinent? Ouais, totalement, j'y avais absolument pas pensé et j'aime bien quand on va chercher parce qu'on est un peu parfois bloqué sur notre corpus comme ça et ouais, effectivement, ouais, ça me paraît tout à fait pertinent comme oui, oui. Bref. Et ça permet de sortir les auteurs algériens de l'endroit où on les enterre peut-être un peu tout le temps et de rappeler que quand même ce sont des francophiles, notamment Sansal, qui rappelle qu'il est un grand lecteur francophile. Voilà. C'est important. J'ai une petite question. Je vois quand même une différence entre Littel et Cadra. Ça serait le recours à l'ironie dans le cas de Littel que je ne vois pas du tout dans Cadra. Et j'aimerais bien vous demander, j'ai l'impression que Cadra il fait toujours un peu la même chose. Il a écrit un roman sur l'Irak, sur l'Afghanistan, sur le conflit israélo-palestinien, maintenant sur le 13 novembre, mais il me semble que le modèle narratif, c'est toujours le même. Donc, je voudrais vous demander, est-ce que vous voyez, contrairement à moi, une évolution ou vous le voyez aussi un peu comme oui, un discours très clos, des fois très didactisé sur le terrorisme, mais qui fonctionne toujours sur le même modèle, en variant un peu le lieu. Alors, j'aurais tendance à être d'accord avec vous, mais je pense que du coup, la question reste plus à une spécialiste. Ce qui est intéressant, c'est que Bachy a exactement le même réflexe d'y aller à chaque fois, quoi. Hop, il y a des 11 septembre, j'y vais, Quelqu'un j'y vais, Mera j'y vais. Donc, Cadra fait la même chose
C'était intéressant qu'ils disent que c'était un exercice militaire à la base pour Aquarelle des loups. Au moins, la première instance de ce travail-là était en fait amenée par ça. Mais après, effectivement, dans les sirènes de Bagdad, hop, c'est reparti. Et puis, c'est son réflexe avec Khalil. Donc, c'est étrange, effectivement, moi aussi, ça m'interroge. Est-ce que c'est pour montrer que c'est le même phénomène et continuer, enfin, le mondialiser de cette manière en le répétant à chaque fois? Et en même temps, pour Kadra, je ne sais pas, parce que l'évolution, elle va plutôt dans le sens d'une sorte d'apaisement où moins ça te concerne et moins il est précis aussi, quoi. Enfin, je sais pas, moi aussi ça m'intéresse cette répétition. Je trouve que Khalil s'est aseptisé et c'est étrange parce que ça ne cadre pas avec le propos général qui est d'être au contraire très pédagogue, très documenté, très précis. Donc voilà. Et Mera aussi d'ailleurs, ça c'était. Enfin, Mera, Salim Bachi avec Mera, ça c'était de moins en moins expérimental en termes formels dans les chaînes qu'il a répétées comme ça de cette chaîne d'immersion. Donc, avec le cas algérien, ça paraît peut-être plus problématisé, plus esthétiquement articulé au questionnement éthique. Et moins ça les concerne, et plus c'est lisse, en fait. J'ai juste une pensée par rapport à votre question qui est un peu à côté de cette question, mais elle est intéressante. Il y a aussi le monde de l'édition qui suit, enfin qui cautionne, qui accompagne. Et donc, le monde de l'édition, c'est un marché économique, donc il faut vendre les livres. Donc, apparemment, il y a un public qui lit. C'était une question que j'aurais bien voulu poser aussi, la question hier soir, comment les auteurs ont été accompagnés par le monde de l'édition. C'est une question le lectorat, quel est comment le lectorat, comment il a fonctionné, comment ils étaient accompagnés. Et Ça est-ce aurait qu'il y a été une demande intéressant. même peut-être en fait. Pour Bachi, je me demande si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas évoqué une demande en fait de lui faire cet exercice-là. Ouais. Moi, il me semble que des différences entre Little et ces livres-là, il y en a beaucoup, parce que je crois qu'on n'est plus tout à fait dans la même configuration. Et juste, et c'est ce que vous avez dit, hein, c'est juste pour compléter, parce que comme il a été question de séduction du bourreau, juste de dire que ce dont il s'agissait dans ce livre-là, c'était pas de condamner la fiction en tant que telle, ni même, d'ailleurs, de poser un interdit sur les récits à la première personne dans la tête des gros. En fait, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment disons, de mettre en lumière le fait qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on est sorti de ce moment et tant mieux, il y a un certain nombre de romans qui sont parus qui prétendaient nous éclairer par la fiction sur la question de savoir comment on devient un bourreau et résolvait formale cette question. Enfin, c'est-à-dire la résolvait par une simplification absolue. En soi, c'est des mécanismes et des processus qui sont très intéressants à étudier, mais qui méritent d'être étudiés pour de vrai. Et la fiction simplifiait la question en disant, en fait, on a tous ça en nous, la violence, elle est là, il ne faut pas nous pousser beaucoup. On a quand même très, très envie de se retrouver dans ce... Et bon, voilà. Donc, et avec tous les clichés afférents ensuite de personnages qui étaient... plutôt que des hommes ordinaires, en fait, plutôt des surhommes, très, très dotés, surdotés socialement. Maxa, voilà, il dit les mélomanes, il cite Tertullien à toutes les pages. Enfin, donc on est sur quelque chose de très spécifique. Et voilà, c'était la fiction en tant qu'elle procède à des formes de relativisation, révision de l'histoire sur certains points, parce que chez Browning, ils ne sont pas comme Maximilien ou les nazis. Et puis la fiction en tant que, voilà, qu'on lui accorde un immense crédit a priori, on l'attend, hein, manifestement, on attend le grand roman sur les attentats, etc. Mais quand même, il arrive qu'elle nous enfume sur les questions qu'elle prétend élucider. Voilà, c'était aussi un marketing fantastique au lancement. C'était Marc, Denis, il n'y en a que 5 minutes. Comment ça non, je ne vais pas prendre la parole. Comme sur 5 minutes, tu ne vas pas. Ouais, non, je préfère la non, Maïka, je vais commencer par toi. Tu n'as pas répondu à la question, sur la question de la vérité. Parce que tu as répondu à la question sur la vérité
comme individu qui regarde, qui écoute, qui voit et qui réfléchit en fonction de, mais pas comme la prof de linguistique spécialiste du sujet qui se confronte à la question de la vérité du témoin dans de l'articulation entre vérité du témoin et vérité de l'événement, et comment toi, avec tes méthodes, tu te confrontes à cette question majeure qui est au cœur de toutes nos réflexions, évidemment, j'imagine. Puis alors, pour Lisa et Pierre, je m'interroge sur les deux auteurs franco-algériens. Algérienne, hein, qui est algérienne, et l'autre. Les deux sont algériens, d'accord. Mais il y a un lien avec la France. Oui, bah, ils sont nés avant l'indépendance. Non, parce que je pense à ça. D'abord, finalement, comment s'explique ce que vous avez pointé tous les deux, c'est-à-dire l'évitement sur le 13 novembre. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'ils ne vont pas jusqu'à directement justement se confronter à la vérité de l'événement. Et la deuxième chose, c'est quelle est leur position, c'est vraiment l'incompétent total, l'inculte absolu qui pose la question, quel est leur rapport justement au couple universalisme républicain et modèle anglo-saxon multiculturaliste. Si j'ose dire, commencer par la vérité, c'est évidemment l'assignation par le témoin de ce qu'il ou elle a vécu et ce que je peux faire en tant que linguiste. J'ai évidemment l'outillage de la sémantique et des théories de l'énonciation pour bien évaluer comment cette jonction entre la construction syntaxique, le choix des mots, le lexique, la perspective adoptée aussi, par la perspective non pas intellectuelle, je veux dire la perspective physique. Où est-ce que la personne se trouvait? Quels sont les mots qui sont choisis pour esquisser la perspective adoptée sur la scène du crime? Donc ça, c'est un outillage que je peux solliciter. Je peux aller très loin là-dedans, évidemment. Promesse faite. Oui, c'était une proposition à peine... Oui, j'ai bien entendu. Il y a une dernière question. Ils m'ont pas répondu. Oui. On a commencé par la vérité, ensuite. L'évitement, moi je le vois comme le fait que c'est un embrayeur en fait. Le 13 novembre, finalement, les romans sont pas tant sur le 13 novembre, finalement. Et bon, la première raison qui est mise en avant, c'est cette volonté de mondialiser, justement, d'avoir une analyse qui sort du champ franco-français. Mais bon, en creux, on sent que ça ne les intéresse pas tellement. Et que ça permet surtout de tourner cette fameuse page-là dont j'ai parlé tout à l'heure, de la décennie noire. Voilà. Et puis sur la question du rapport au modèle républicain et universaliste, alors Sansal, il est dans une construction plus francophile que les Français, quoi. Il se revendique d'un héritage des Lumières très fort. Il est né avant l'indépendance. Il veut rappeler par là que l'Algérie a été française et que malgré tout, la personne qui l'est, qui a grandi en pensant je suis français, elle a le droit d'exister quelque part sur la scène de l'histoire. Donc il met en avant un certain nombre de références tirées des Lumières, et donc l'une de ses réactions dans l'épithèque, c'est de dire mais qu'est-ce que font les Français en fait, où est leur adhésion à la République, et justement il aux valeurs de la République. Et dans le train d'Erlangen, à travers le personnage de Léa qui vit à Londres, il réfute le modèle anglo-saxon. Cadra, il n'est pas tout à fait dans la même position parce que il est d'un milieu arabophone déjà, même s'il est francophone. Il est né un peu après, Sansal, il est né en 55, Cadra. Il revendique beaucoup plus fortement son appartenance au monde arabo-musulman, ce que Sansal refuse de faire en fait. Et donc, on le sent un peu plus gêné sur cette question-là. Ils appartiennent pas quand même, malgré tous les points communs dont on a parlé. Cadra ne se pose pas comme un champion des valeurs républicaines et de la laïcité, alors même que lui vit en France depuis un certain nombre de temps, ce qui n'est pas le cas de Sansal.
qui est resté en Algérie, domicilié en Algérie en tout cas. Voilà, ils n'ont pas tout à fait la même position. Sansal, il est dans le refus absolu de la concession en fait, au modèle républicain français. Mais il y a aussi cette volonté de rappeler qu'il a été français lui aussi, quoi. C'est pris dans cette stratégie-là de rappeler qu'il y a des Algériens qui ont été français. Ça ne veut pas dire qu'ils regrettent la colonisation, mais ils l'ont été de fait, quoi. Donc sa façon d'utiliser cette revendication-là, elle s'inscrit dans tout ce discours. Et Kadra un peu plus à distance. Et d'ailleurs, ça explique aussi peut-être les phénomènes d'aseptisation dans Khalil. D'une certaine manière, je ne sais pas, il y a ce réflexe-là, en tout cas, un peu plus à distance. Alors moi, je n'ai pas cette hauteur de vue sur l'œuvre de Kadra, donc ça va être plus économe, mais je pense qu'aussi, même si on met un peu de côté Kadra et son discours en dehors du roman, il y a peut-être déjà un enjeu qui est la pudeur. Il s'agit de ne pas représenter comme un attentat comme on peut le retrouver dans d'autres œuvres. Je pense à un roman de Maryse Condé, par exemple, où là, dans Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana, si je ne me trompe pas, là, on a une narration à la troisième personne et qui rend possible aussi, même logiquement, la mise en scène de cet anti-héros en train de commettre un attentat. Ce qui m'amène à penser aussi qu'il y a aussi un enjeu logique et stratégique. C'est que dans la mesure où on est dans une narration à la première personne, ça impliquerait un saut logique de le faire commettre un attentat suicide notamment. Et bon, c'est quand même un moyen de rester près de ces personnages et de ne pas juste les congédier, parce que ce serait automatiquement ça aussi. C'est peut-être lié au tact aussi, hein. Il y a quand même cette volonté-là, parce que les années... Non, c'est à quoi rêvent les loups, ça s'ouvre. Hein. J'avais le couteau sur un bébé, Ouais. donc là, la pudeur, pas tellement. Ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre sur ces mots-là. Je ne sais pas, quand je suis revenue à moi, j'avais le corps de ce nourrisson égorgé, je suis un peu gorgée. Et donc, peut-être que c'est lié aussi à la volonté d'avoir du tact avec des victimes auxquelles on n'a un groupe de victimes auxquelles on n'appartient pas. C'est vrai qu'il y a une sourdine aussi sur l'expression de la violence dans Khalil, clairement. Juste sur l'universalisme, rapidement, si on considère que ça implique l'arasement d'un certain nombre de différences au nom du partage de statut de citoyen, Khalil ne cesse de répéter que finalement, il est citoyen de seconde classe, etc. etc. Et donc, je ne sais pas quel rapport on peut faire avec le multiculturalisme en tant que tel. Je ne sais pas si Kadra militerait pour un autre mode d'organisation sociale, ça, j'en sais rien. Néanmoins, il a l'air quand même de montrer dans le roman que, et c'est ce qu'on trouve aussi chez Saota, qu'il existe déjà aussi, comment dire, dans l'économie du roman, des espaces communautaires qui sont partagés comme ça, quoi. Donc, je sais pas, après, je ne sais pas ce que Kadra pense politiquement. Finalement, Khalil, il s'aperçoit, à un moment donné, on constate que c'est pas si mal, que finalement, la convivence, elle existait. Hein. Et que ce sont les djihadistes aussi qui l'ont effrité. Hein, donc, c'est quand même ce qui surnage. Après, Kadra est fâché contre la France, en fait. Et ça influe aussi sur ses réactions, parce que la réaction qu'il a eue après les attentats de Charlie, c'était une réaction blessée. C'est vous me demandez si je suis Charlie, mais moi je suis l'hebdo libéré, je suis Tahar Djaoud, je suis Youssef Septi. Il y a cette espèce de rancune que Sansal n'a pas et qui est liée à l'itinéraire particulier de Kadra, qui a été pris comme ça à témoin, parce que pas de chance, quand il a révélé son identité, c'est tombé en même temps que la publication d'un officier de l'armée qui disait que donc c'était les militaires qui tuaient, et donc il a été pris à partie pendant sa promotion par l'intelligentsia parisienne. On lui a demandé de se justifier là-dessus, quoi. Et donc, il garde de façon claire cette espèce de rancune qui fait qu'il n'a pas non plus réagi de la même façon à Charlie. Et c'est peut-être ça qui l'a empêché aussi d'endosser, comme le fait Sansal, la posture de combattant pour la laïcité. Il y a une différence d'itinéraire personnel aussi qui complique un peu la question chez Kadra, où il a été personnellement impliqué et de façon violente. Donc, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il identifie quand même une tension qu'il y a au niveau de certaines conceptions du nous qui reposent sur une forme d'homogénéité. Et ben, par là, dans l'entretien qu'on a eu avec lui, finalement, il passe de l'explication du sentiment de relégation sociale de jeunes gens comme Khalil au sien.
Donc il y a quand même par ce biais-là une sorte d'identification qui se fait. Moi aussi, on m'a néantisé, nous aussi, on nous a néantisé, on nous a chosifié. Donc il y a quand même une forme, mais ça c'est dans un entretien. Donc voilà. Il y a une forme d'identification qui se fait par ce biais-là, l'impression d'avoir été néantisé et que ça peut conduire à une forme de violence. C'est aussi son obsession, sa crainte terrible d'être le bougnoul de service qui revient tout le temps de façon obsessionnelle dans chaque roman. Un peu moins dans Téline d'ailleurs. Signe que ça va mieux, peut-être un peu que justement cette page-là a été tournée. Après, Khalil il ne l'est plus dans la mesure où il endosse un rôle. Non, mais Kadra, il n'y a pas cette. Oui, on s'arrête. Merci encore.